Batimat TV, la télé des professionnels de la construction et du bâtiment. Et nous allons continuer, justement, nous avons vu la réhabilitation du bâtiment existant est prioritaire et si nous voulons atteindre la décarbonation d'ici 2050, voilà, il y a beaucoup d'efforts encore, du travail à faire, mais est-ce que c'est possible à grande échelle? Nous allons continuer cette conversation et pour cela, j'invite sur scène Jean-Paul Philippon qui est avec nous. Merci de l'accueillir. Bonjour Jean-Paul, installez-vous. Vous prenez un petit micro. Donc, est-ce que vous préférez vous mettre là pour vous serez plus à l'aise? Allez, on va faire ça. Super. Donc, je disais, Jean-Paul, vous êtes architecte du patrimoine français, secrétaire général de l'Académie d'architecture. Et parmi vos réalisations, on peut citer la transformation de l'ancienne gare d'Orsay en musée, ainsi que celle de la piscine de Roubaix également, donc pour ceux qui ne connaissaient pas. Et voilà, donc est-ce que je vous laisse... Je vous laisse et puis on va vous... Voilà, exactement. Donc, je vais démarrer avec ça. Réhabiliter une gare ou une piscine ou les lieux culturels, je sais que c'est des défis, des projets quand même assez importants et c'est de taille. Quels sont les défis plutôt quand il s'agit de conserver plutôt que de remplacer? On a entendu Philippe Madec à l'instant, donc j'aimerais avoir votre vision là-dessus. Très bien. Oui, en effet, c'était un défi, réhabiliter une gare et réhabiliter un musée, réhabiliter une piscine, dans un délai de 10 ans à peu près entre les deux projets. Mais c'était le début de quelque chose. Enfin, le projet du musée d'Orsay, c'est un projet que nous avons commencé en 1979 et nous l'avons achevé en 1986. Et la piscine à Roubaix, c'était autour des années 2000, parce que je l'ai fait en deux phases. Il y a une première phase de restructuration, effectivement, de la piscine, du bassin et une extension. Et une seconde extension qui a été livrée en 2018, donc il n'y a pas très longtemps. En effet, habituellement, les musées étaient installés dans des palais. Et là, une gare, une piscine, c'était tout à fait inhabituel. Mais dans les deux cas, les conservateurs de musées, donc les futurs utilisateurs, avaient choisi un lieu et aussi désiraient un projet. J'insiste là-dessus parce que rien ne peut se faire, en tout cas pour un architecte, rien ne peut se faire s'il n'y a pas en face de lui quelqu'un qui désire quelque chose. C'est valable pour tous les types de programmes. C'est valable aussi bien pour les hôpitaux, pour les palais de justice, pour les logements. Il faut effectivement qu'il y ait un désir en face pour faire aboutir un bon projet. Alors, en tout cas, les projets que nous avons faits ont pu leur démontrer que c'était possible, cette transformation, et aussi que les musées qui en résultaient étaient inhabituels. Ça permettait, si vous voulez, l'apport, effectivement, d'un édifice existant à un programme supposé, suscite une créativité qui permet d'offrir quelque chose d'inhabituel. Par exemple, dans la gare, le grand espace, le grand hall de la gare, la grande nef, n'aurait pas été imaginable pour faire un musée simplement comme ça, neuf. C'était pas imaginable. De la même façon, le bassin de la piscine aussi, il était là, il a permis de créer un espace qui est très bien utilisé par le conservateur justement pour faire vivre le musée, pour créer des événements, toutes sortes d'événements, des défilés de mode, des concerts, des spectacles de danse, etc. Et donc, c'est important finalement de tenir en compte justement l'esprit du lieu. C'est important de pouvoir le conserver tout en réfléchissant aux nouveaux usages. Oui, évidemment.
Mais je voudrais revenir sur une chose. Vous posez la question, pourquoi conserver le bâtiment existant? Pourquoi conserver le patrimoine existant? Si on retourne la question, pourquoi faudrait-il le détruire? Bon, je rejoins évidemment les propos de Madec tout à l'heure, mais on peut remonter beaucoup plus loin parce que à la Renaissance, par exemple, un architecte comme Alberti disait si on ne sait rien édifier d'aussi valable à la place, il ne faut pas détruire. Donc la réutilisation a une histoire et il faut en tenir compte. Et cette histoire, en fait, elle remonte tout simplement aux cavernes. On se pose aujourd'hui une question qu'on aurait dû se poser il y a très longtemps et on se serait évité bien des calamités. L'essence même du développement durable, c'est bien de rendre durable ce que l'on réalise, et donc réutilisable plutôt que jetable ou obsolète. Donc la gare et la piscine dont nous avons parlé permettaient des hypothèses de réemploi qui ont marqué une avancée dans la conception des musées et qui sont devenus aussi des lieux de plaisir du public. J'insiste sur cet aspect, c'est-à-dire que le public n'est pas mis à l'écart de tout le travail de conception. Et c'est valable pour l'habitat de la même façon. L'impératif de modernité en architecture a été un mot d'ordre. Ça, c'est le mot de Bruno Latour, le mot d'ordre. Ça a été un mot d'ordre dévastateur. Mais je voudrais revenir sur un aspect qui a été abordé tout à l'heure, c'est celui du coût. Moi, pour les expériences que j'ai eues, réutiliser l'existant n'était pas moins cher que de bâtir du neuf. Le coût, le budget total, si vous voulez, leur était équivalent en neuf. Je ne peux pas dire qu'on a fait une économie de cet ordre-là. Les études sont plus longues, sont plus complexes, il n'y a pas de recette préétablie, mais ce qu'il faut considérer, c'est le bilan global. Ce qu'on a bâti préalablement a une valeur, et cette valeur est difficile à reproduire. Donc, conserver ce que l'on a, c'est un enrichissement. C'est un enrichissement sur le long terme. Voilà. Donc, Jean-Paul, donc on dit souvent que les bâtiments ont un peu plusieurs vies, hein, finalement. Ainsi, dans cette démarche de reconversion, nous voyons des gares qui deviennent des musées ou des musées qui viennent, je ne sais pas, des gares. Oui. Voilà. À quelle fréquence cette transformation est-elle possible, finalement? Ah, ça c'est une bonne question. J'ai publié, enfin, il va apparaître bientôt, un bouquin qui s'appelle L'inachevé et le jeu des métamorphoses. L'inachevé, c'est ça, c'est-à-dire qu'un bâtiment n'est jamais terminé. Comme une ville n'est jamais terminée, un bâtiment n'est jamais terminé. On en a un bon exemple avec les cathédrales, hein, même Notre-Dame aujourd'hui. Donc, il se passe des choses dans la vie d'un bâtiment, parce qu'il est nécessaire de répondre à de nouvelles demandes sociales, à nouveaux usages qui apparaissent, qui peuvent parfois être édictés sous forme de normes, mais parfois de façon plus souple. Mais le bâtiment doit s'adapter. Et moi, je vois l'exemple sur l'un des bâtiments qu'on a réalisé, c'est l'école d'architecture de Paris-Belleville. Les utilisateurs viennent me voir toujours en disant, voilà, ici, on a besoin de faire un sas, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce qu'on va adapter? Dans le jardin de l'école, on a besoin d'installer des tables, on a besoin de faire ceci, cela. Et je les suis parce qu'ils ont aussi le sens que toute transformation doit être à la hauteur du bâtiment dont on hérite. Je reprends l'exemple des églises et des cathédrales. Si on voit comment, depuis en général le XIIe siècle,
parfois jusqu'au XVIIe siècle. Ces bâtiments ont été transformés. Chaque fois, ceux qui sont intervenus, architectes, bâtisseurs, enfin, se sont posés la question de la valeur de ce qu'ils allaient édifier par rapport aux bâtiments existants. C'est une chose qu'au début du XXe siècle, on a eu tendance à oublier, à omettre, c'est-à-dire qu'on utilisait des bâtiments comme un pis-aller. On considérait que, bon, il y avait une enveloppe, on allait faire quelque chose dans cette enveloppe, mais on ignorait vraiment la valeur de l'édifice dans lequel on s'installait. Alors, finalement, quelle stratégie? Est-ce qu'il y a une stratégie pour réhabiliter tous ces bâtiments à plus grande échelle, tous ces grands bâtiments dans une logique durable? Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Alors, vous m'avez posé plusieurs questions. Déjà, à propos de l'esprit du lieu, je voudrais revenir sur le thème de l'esprit du lieu. Un lieu, c'est plus qu'un édifice. C'est ce qui est là quelque part. C'est-à-dire que quand on parle d'un édifice, on oublie souvent le contexte dans lequel il a émergé. Hein, le terrain sur lequel il est, la complexité du paysage alentour, etc. Donc, le lieu est plus qu'un édifice. C'est ce qui est là quelque part, construit ou non, et dont on éprouve l'existence par les sens et par la raison. Le respect de l'esprit du lieu était déjà une recommandation au XVIIe siècle d'un poète qui s'appelle Alexander Pope, un poète anglais. Respecte l'esprit du lieu, disait-il, regarde dans quel sens court l'eau, etc. Enfin bon, je ne me rappelle plus par cœur, mais c'est... Donc il faut apprendre à apprécier un lieu pour en mesurer toutes les potentialités. Mais il faut aussi qu'existe le désir des nouveaux usages. Ça, j'en ai parlé. Alors, comment aborder les choses? La forme, dans ce cas-là, précède la fonction. Il faut oublier le fonctionnalisme. Le fonctionnalisme, ça a été une étape, effectivement, qui a permis de se débarrasser peut-être d'un excès de lourdeur, de décor dans l'architecture éclectique de la fin du XIXe siècle. Mais aujourd'hui, le fonctionnalisme est inversé par le principe de la réalité. C'est elle qui est en mesure de façonner les usages, ce n'est pas un cahier des charges abstrait. Pour l'architecte, le projet, c'est donc une dialectique entre les deux, entre la forme et l'usage. Et celle-ci s'exprime, je dirais, par une syntaxe. Et cette syntaxe est une mise en relation des éléments de diverses époques, des formes et des usages, une stratégie d'implantation, d'emboîtement, et cela avant toute écriture formelle. Ce sont les lieux, alors on a cité la gare et la piscine, qui inspirent ces nouveaux usages. Et avec un peu d'imagination, on entre dans ce jeu avec l'existant. Ce projet est un mode de création, si vous voulez. C'est cette manière de jouer qui a été peut-être celle, effectivement, des ancêtres qui ont bâti les cathédrales. Mais bien avant nous, des gens comme Michel-Ange, comme Palladio, comme Borromini, ont produit des œuvres en réutilisant des bâtiments existants, des œuvres majeures de l'architecture. Je pense à la basilique de Vicence de Palladio. Et justement, donc, on parle de durabilité, on parle vraiment des bâtiments voilà, de reconversion, de réhabilitation. Ça implique quand même des réglementations quand même qui sont assez strictes. Hein. Donc, comment est-ce que justement on peut faire en sorte, vous travaillez avec les architectes jeunes et moins jeunes, oui. Comment les informer? Parce que c'est vrai que ça change vite. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec, tous les défis qu'on voit en ce moment. Je parle de l'urgence climatique ou autre, mais nous sommes confrontés à pas mal de crises. Et tout ça, et c'est vrai qu'on veut avancer sur ce sujet, et il y a pas mal de choses. Comment les informer? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Si vous voulez, on est dans un système de construction où il y a beaucoup de normes,
il faut surtout en comprendre les principes. Quand on parle des normes climatiques, sont des normes très sévères, les normes acoustiques aussi, les normes d'éclairage. Il faut en comprendre les principes et essayer parfois de ruser avec cela. Moi, dans la plupart des projets que j'ai réalisés, j'ai été amené à ruser. Je cite des exemples. Dans le musée d'Orsay, il y avait un problème d'acoustique. C'est-à-dire qu'on nous imposait, le cahier des charges nous imposait certaines normes acoustiques, temps de réverbération limité, etc. Dès l'instant où on utilisait la nef de la gare, évidemment qu'on avait un temps de réverbération plus fort que ce qui était prévu. Alors, on discute avec le client, on dit bon, ce ne sera pas possible, mais qu'est-ce qui est important dans ce que vous demandez? Ce qui est important, c'est de rendre la voix humaine intelligible. Par exemple, qu'un guide conférencier avec un groupe puisse être compris. Donc, on a fait travailler l'acoustique dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on a introduit dans la voûte de la gare ce qu'on appelle des résonateurs Delmotte. C'était une technique utilisée par les Romains dans les murs des amphithéâtres pour permettre comment on peut dire, d'absorber certaines fréquences de la voix humaine, si vous voulez, qui sont à ce moment-là absorbées, et ça atténue la réverbération de ces fréquences. Voilà un exemple. Un autre exemple, des normes d'éclairage, des normes qui sont parfois, vous vous demandez d'où elles sortent, elles sont absurdes. C'est-à-dire que dans les escaliers de l'école de Belleville, on nous demandait 250 lux. 250 lux. Moi, j'ai pris mon luxmètre, je suis allé dans le métro, j'ai pris des mesures dans les escaliers du métro, 60 lux. Bon, j'ai dit, il y a quand même quelque chose, il y a quand même un écart énorme. Alors, très bien, on va en rester là où on était, mais on fait en sorte que les luminaires puissent être mis en batterie. C'est-à-dire qu'on met 2 tubes, et bien, si on a besoin de mettre 5 tubes, on met 5 tubes sur le même luminaire, si vous voulez. Donc on a conçu les luminaires de cette façon pour que s'ils ont besoin de plus d'éclairage, ils mettent plus d'éclairage. C'est ça, dans notre métier, on doit toujours être comme ça sur le qui-vive, je dirais, et en mesure de ruser sur des exemples de ce type. Peut-être, Jean-Paul, juste, vous mentionniez tout à l'heure travailler avec les jeunes, justement, vous les écoutez et tout ça, mais comment ça se passe? Qu'est-ce que vous leur dites, vu votre expérience, qu'est-ce que vous dites aux jeunes architectes aujourd'hui qui sont justement dans cette logique de construire durable? Et quel est votre message pour ces jeunes? Le premier message, c'est d'écouter ce qu'on vous demande. C'est-à-dire que, et si vous avez des convictions, il faut essayer de convaincre votre interlocuteur. Je pense que c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il y a trop de projets qui sont faits comme des monolithes. Je pense, Philippe parlait tout à l'heure effectivement des cubes de verre. C'est Tom Wolfe qui parlant des architectes du Bauhaus qui sont arrivés aux États-Unis, ont lancé la mode du cube de verre. Alors le cube de verre, c'était la réponse à tout. Hein, c'était la réponse à tout. Alors évidemment, on lui met aujourd'hui du triple vitrage, des verres Parellio, etc. Mais bon, ça reste une absurdité. Alors, voilà, c'est la première chose que j'ai à dire. Mais tout à l'heure, vous m'avez posé une question sur la réhabilitation à grande échelle. Hein, et ça, j'aimerais bien y répondre parce que je crois que c'est un point essentiel.
parce que la stratégie de réemploi, ça s'étend aussi à l'échelle urbaine. Et il va falloir maintenant faire un tri sélectif dans le fatras que les décennies précédentes ont laissé autour des villes sans aucun discernement. Parce que la ville est un objet qui se métamorphose sans cesse. Et il faut aider les habitants à définir la manière d'en faire le bon usage, de l'habiter pour la transformer de l'intérieur, travailler sur les lieux dans des limites et non plus disperser des non-lieux. L'expression de non-lieu de Marc Auger est, je crois, assez bienvenue pour toutes les extensions qui ont été faites hors de la ville et qui n'ont pas de véritable qualification urbaine. Il n'est pas nécessaire que cette ville s'étale encore en taches d'huile, en poussière diffuse. Et ça, c'est une autre personne qui parlait de poussière diffuse, c'est Julien Gracq. Julien Gracq à propos des extensions de la ville de Nantes. Donc, il va falloir travailler en priorité sur la morphologie urbaine, c'est-à-dire sur les tracés eux-mêmes, sur les espaces publics, faire émerger les potentialités de la transformation du tissu à partir d'un diagnostic de ce tissu urbain, un diagnostic culturel, un diagnostic urbain, un diagnostic technique, et inventer des programmes. C'est-à-dire que l'existant est une source de nouveaux programmes. Je peux dire que la ville du futur ne sera pas futuriste, au sens où on a pu le penser à un moment, mais elle sera inventive, elle sera conciliante. Alors, vous vouliez me poser des questions sur les défis, c'est ça? Absolument. Hein, sur les défis. Alors, les défis d'aujourd'hui. Les défis d'aujourd'hui, pour moi, il y en a 3. Hein. Le premier défi, c'est de satisfaire une demande. Et ça, je l'ai déjà dit, cette demande d'habiter, de créer des usages, une demande de stopper l'artificialisation des sols et tirer parti de ce que les générations précédentes ont réalisé de durable dans le sens traditionnel. Et le second enjeu, c'est de rendre durable ce qui ne l'est pas assez. C'est-à-dire, c'est de consolider, dans tous les sens du terme, par la restauration, par la restructuration, par les isolations, par les performances techniques diverses. Et enfin, je dirais que le troisième enjeu, c'est la beauté. Alors, c'est quoi la beauté? C'est pas cosmétique, les façades, et peu importe. Hein. C'est une capacité créatrice qui est mobilisée avec intelligence pour apporter des réponses innovantes, en tout cas qui puissent aller au-delà de la simple réponse attendue et qui soit digne du bâtiment que l'on réemploie, c'est-à-dire au moins aussi belle, et qui marque une avancée, c'est-à-dire que même dans le réemploi, c'est à la fois beau et ce n'est plus comme avant. Et il y a plein d'exemples comme ça, y compris aujourd'hui, je pense à la Tête moderne à Londres ou même la Fondation Seydoux de piano ou bien des choses que vous connaissez peut-être moins, le Ljubljana de José Pelčnik. José Pelčnik, c'est cet architecte du début du XXe siècle qui est intervenu dans sa ville de Ljubljana et qui a fait un travail extrêmement intelligent d'aménagement des berges de la rivière, des ponts, de mobilier urbain. On a eu, à l'époque d'Haussmann, il y a eu des transformations intéressantes. Je pense le travail qu'a fait Daviou, par exemple, dans le cadre des transformations d'Haussmann, était un travail sur la ville assez intelligent. Alors, je ne parle pas des éventrements plus tragiques d'Haussmann, mais je parle de ce travail de Daviou et le travail d'Alphand aussi sur les parcs. Pour conclure, moi, je dirais que Vitruve, notre ancêtre, avait raison, c'est-à-dire solidité, commodité, beauté. Et c'est toujours la même trilogie qui est à l'œuvre aujourd'hui et dont on doit tenir compte. Merci, merci Jean-Paul Philippon, merci. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup.
Batimat TV, la télé des professionnels de la construction et du bâtiment.